Judith avait 18 ans quand elle a été déportée avec ses parents depuis la ville d'Oradea vers le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, où plus d'1 million de personnes, principalement des juifs, ont été assassinées pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans cet échange, Judith, qui a bientôt 100 ans et qui est l'une des dernières rescapées de la Shoah en France, nous raconte sa déportation parce que juive, ses conditions de vie dans les camps, mais aussi sa reconstruction après la guerre et la difficulté à faire le deuil. Son témoignage aborde des sujets très sensibles, il est très poignant mais essentiel à entendre. Pour nous soutenir dans le développement de ces interviews, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube et ces échanges sont aussi désormais disponibles en version podcast sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes. Je vous laisse avec cet échange. Bonjour Judith. Merci infiniment de prendre le temps de revenir avec nous aujourd'hui sur votre parcours. Ces derniers mois, vous avez beaucoup pris la parole pour raconter ce qui vous est arrivé, raconter votre parcours, alors que c'est des souvenirs, je peux l'imaginer, qui sont forcément parfois très douloureux à raconter. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, malgré l'effort que ça peut représenter, de prendre la parole sur cela ? C'est important pour l'histoire de savoir ce qui s'est passé vraiment comme fait pratiquement unique, parce que des génocides, il y en a eu, bien sûr, il y en a encore aujourd'hui, hélas, mais avoir des témoins qui ont vécu, qui ont survécu et qui ont donc éprouvé la persécution, c'est peut-être important qu'on dise non pas qu'on parle forcément des souffrances qu'on a éprouvées, mais qu'on parle qu'il est possible, après toutes ces souffrances et ces deuils, de refaire sa vie et de vouloir être utile encore d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est important de dire que malgré les souffrances, on peut se réconcilier peut-être avec la vie, même si le deuil ne passe jamais. Parce que pour moi, par exemple, personnellement, ce n'est pas les souffrances dont je me souviens. Je ne crois pas que c'est la faim ou le froid ou les coups de fouet que j'ai reçus, non. Non, c'est le deuil, c'est le deuil. Pour tous ceux qui sont restés là-bas, ma famille d'abord et mes amis, toute une partie de notre ville où je suis né en Transylvanie. Donc c'est ça qui est le plus important, c'est le deuil, d'une part, et d'autre part de dire, de prévenir, d'essayer de dire qu'on peut refaire sa vie, qu'on peut recommencer et être utile peut-être aussi. Avec tout ce qu'on a vécu, ça nous renseigne pour essayer d'éviter à l'avenir. Mais malheureusement, j'en suis pas convaincu aujourd'hui qu'on peut éviter. On peut éviter peut-être ce genre de génocide avec 6 millions de morts assassinés, mais il y en a des milliers et des milliers aujourd'hui dans le monde. Et ça me fait beaucoup de mal. D'où l'enjeu pour vous de, évidemment, raconter l'histoire au sens le passé, mais on en parlait juste avant de débuter cet échange, de raconter l'histoire aussi pour, en fait, prévenir certaines choses. Exactement. Et malheureusement, quelquefois, j'ai l'impression que ça sert à rien, que l'humanité recommence toujours pour des raisons un petit peu différentes, mais pas tellement. Pas tellement. Et on ne supporte pas les différences. On ne supporte pas la différence des religions, les différences de culture. Ça, c'est pour moi, c'est pour mes vieux jours, c'est peut-être mes derniers moments dans la vie. Je suis attristé par les événements actuels.
Lors de votre enfance, ou votre jeunesse plutôt, votre père a choisi de vous scolariser dans un lycée protestant. Vous étiez, vous l'avez raconté, la seule élève juive. Vous deviez d'ailleurs porter à l'époque l'étoile jaune. Pourquoi votre père a-t-il voulu que vous alliez dans cette école ? D'abord, mon père a fait donc la guerre de 14 dans l'armée austro-hongroise, puisque la Hongrie était donc l'Autriche-Hongrie jusqu'en 18, à la fin de la Première Guerre mondiale. Et mon père a eu des décorations pendant cette guerre. Et donc, ces décorations lui ont permis de bénéficier de certaines exceptions des lois antisémites qui sont arrivées aussitôt que la Transylvanie est redevenue hongroise. Donc, les enfants juifs n'étaient plus autorisés de fréquenter d'autres écoles que des écoles juives. Sauf alors mon père, qui a eu ce droit à l'exception pour certaines choses seulement, a pu m'envoyer dans un lycée qui n'était pas un lycée juif, mais qui était le lycée protestant de notre ville. Et il a dit que, on lui a demandé, mais pourquoi peut-être elle sera exposée à de l'antisémitisme, etc. Elle ne sera pas heureuse d'être la seule juive. Alors mon père a dit, si, je veux absolument qu'elle s'habitue à vivre dans tous les milieux, avec tout le monde, de s'accommoder dans toutes circonstances, dans tous les milieux, et avec tout le monde surtout. Et il était contre tout communautarisme. Ce mot communautarisme, communautaire, il n'en voulait pas. Alors qu'il était, il n'a jamais démenti d'être, non seulement qu'il n'a pas démenti, mais il fréquentait pour les fêtes la synagogue. Il n'était pas très, très pratiquant, mais quand même, il était un juif conscient et tout à fait acceptant d'être juif. Un peu plus tardivement, en 1944, donc juste après avoir passé votre baccalauréat, il me semble, vous apprenez que vous devez déménager dans le ghetto de votre ville. Donc c'est un quartier séparé dans la ville où est forcée de vivre la communauté juive. L'une des premières étapes, c'est la confiscation de vos biens par les gendarmes. Comment avez-vous vécu ce moment-là ? Mais il faut vous dire, peut-être c'est ça qui me chagrine aujourd'hui aussi, on ne se rendait pas compte, on n'était pas vraiment conscient de tout ce qui se passait dans le monde concernant les Juifs et notre mise dans le ghetto, alors que le ghetto de Varsovie était archi connu, qu'il y avait en Hongrie des réfugiés polonais. Donc on aurait dû savoir, mais on était comme inconscients de tout ce qui se passait dans le monde. Le monde brûlait, il est vrai qu'on ne savait pas, on ne connaissait pas encore l'existence des camps d'extermination. On connaissait l'existence des camps de déportation, d'internement, mais pas d'extermination. Et on va parler de la question justement des camps dans un instant, mais en quoi consistait ce ghetto-là ? Qu'est-ce que ça voulait dire concrètement pour que les gens comprennent ? Le ghetto, c'était une partie de notre ville qui a été clôturée par des clôtures. On pouvait pas. C'était des clôtures en bois. Et d'ailleurs, il y a des choses assez miraculeuses qui sont arrivées parce que, par exemple, un de mes amis, qui était un garçon de 16 ans à l'époque, marchant dans le ghetto, près des palissades, il y avait des palissades en bois. Il y a eu un orage, la pluie, le tonnerre, etc. Une planche ou deux sont tombées de la palissade. Ce garçon de 16 ans, tout d'un coup, il a vu un trou dans le mur et il est sorti. Aujourd'hui, il n'est plus en vie, mais il s'est sauvé, il a réussi à se cacher, il est allé aux États-Unis, il était libéré là-bas. Il était libéré donc du ghetto, il a pu fuir après la guerre aux États-Unis. Donc, il y a eu des miracles dans ce ghetto. Mais
Pour nous, par exemple, on nous a dit, pour les jeunes filles, moi j'avais donc 18 ans à l'époque, bah, il faudrait qu'on trouve un travail dans le ghetto, parce que si les jeunes filles ne travaillent pas, peut-être, alors là c'était, on les emmènera au front, dans des bordels, etc. Bon, alors il fallait donc qu'on trouve un travail, qu'on me trouve un travail, aussi à d'autres bien sûr, mes amis. Alors là, moi j'ai travaillé dans un hôpital. On avait un ami médecin qui a accepté de... Bon, je travaillais, c'est-à-dire je ne faisais rien du tout, j'y allais le matin, peut-être que j'ai déplacé de objets ou je ne sais pas, où j'ai ouvert la porte, ou, bon. Mais c'était juste symbolique, hein, pour... avec cette idée que ça nous préservera d'être peut-être déportés sur le front, etc. Mais on ne savait pas du tout ce qui nous attendait, mais absolument pas. Il y a eu quelques personnes qui ont fui du ghetto, mais ils ne savaient pas plus que nous ce qui les aurait attendus. Et donc du jour au lendemain, dans ces ghettos, vous vous retrouvez avec un nouveau lieu d'habitation, mais dans des conditions, j'imagine, difficiles. Vous étiez encore avec votre famille à ce moment-là, dans le ghetto ? Oui, avec la famille. Avec même, y compris ma grand-mère et le frère de ma grand-mère, qui était comme un père pour ma mère, qui a élevé ma mère. Bon, on était toute la famille ensemble. Et il faut dire, ah oui, j'ai une chose très importante, que la gendarmerie hongroise a appelé les chefs de famille qu'on a pour interrogation à la gendarmerie en ville. Ils les ont sortis du ghetto pour qu'ils avouent où ils ont caché de l'argent, des bijoux, des valeurs, des choses précieuses, parce qu'ils s'imaginaient, et d'ailleurs c'était la vérité, quand on arrivait, nous on n'avait pas grand-chose à cacher, mais on a quand même donné de l'argenterie, moi j'ai donné mon album de photos. C'était la chose la plus précieuse que j'avais. À la bonne, il y avait une bonne hongroise, pas juive, à qui on a confié des choses, hein, qui nous l'a rendu d'ailleurs. Bon, et donc et il y a d'autres personnes qui ont enterré ou je ne sais pas, donné peut-être des choses vraiment de grande valeur. Donc on les avant d'aller dans le ghetto. Avant d'aller dans le ghetto. Bah, même les objets de valeur, que ce soit de la peinture, des tapis d'Orient, de l'argenterie, enfin, bon. Alors, ma tante, qui était femme seule, elle avait un magasin de travaux de dames. Bon, donc, elle était chef de famille puisqu'elle était seule. On l'a emmenée à la gendarmerie et on les a torturés. La gendarmerie hongroise, ça n'avait rien à voir avec les Allemands, les a torturés avec de l'électricité et d'une façon vraiment terrible. Et ma tante a été torturée comme ça. Et quand on est parti dans le train, elle n'était pas dans notre wagon, mais en arrivant à Auschwitz, sa sœur, l'autre tante, nous a appris qu'elle s'est suicidée dans le wagon. Elle est morte dans le wagon parce qu'elle ne savait pas évidemment où on allait, ni que c'était un camp d'extermination évidemment, mais elle n'en pouvait plus et elle a eu du poison sur elle. Je ne sais pas comment elle a caché ça et s'est suicidée. Parce que ce jour où vous êtes déporté vers le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz, ce sont donc des policiers hongrois qui viennent vous chercher ? C'est toujours même de la maison, c'est toujours la police hongroise. Moi, j'ai pas vu un seul Allemand jusqu'à la frontière allemande. Okay. Je n'ai pas vu d'Allemand. À la frontière autrichienne, quand on a quitté la Hongrie, c'est là les gendarmes hongrois nous ont laissés aux SS allemands. Voilà, mais c'est là que j'ai vu la première fois de ma vie un SS. Bon, peut-être à Budapest, ça s'est passé autrement, ça je l'affirme pas. Mais dans notre ville, moi j'ai pas vu un seul Allemand. Je veux dire un soldat allemand ou à plus forte raison un SS. Et quand ces policiers hongrois viennent vous chercher à ce moment-là dans le ghetto,
là non plus, ils ne vous disent pas où vous allez. Qu'est-ce que vous vous dites à l'époque? Rien, ils ne nous disent rien. Ils nous parlent pas, ils nous disent rien du tout. Et vous, à ce moment-là, vous n'avez aucune idée de... Aucune. Quand on est arrivé à la frontière autrichienne, c'est là que mon père a dit « Bon, maintenant, je n'ai plus d'espoir, c'est terminé, on va en Allemagne. » Parce que nous, on espérait peut-être rester en Hongrie et travailler dans une usine ou dans les champs. Pour revenir à la question de cette déportation et de ce voyage, c'est un voyage qui va durer près de 3 jours environ. 3 jours. Comment se passe ce voyage-là? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, même si je sais que c'est pas évident. Ça, c'était d'abord, il a fait très très chaud. On était à peu près 100 personnes dans un wagon. Et moi, je me rappelle, c'est là qu'a commencé où je ne pensais plus à avoir honte ou me déshabiller ou pas, où j'ai enlevé ma robe. À l'époque, on portait des combinaisons. Je suis resté en combinaison alors qu'il y avait plein d'hommes dans le wagon, autant d'hommes que de femmes, je ne sais même pas, des jeunes, des vieux, mais absolument cette idée d'être en combinaison parmi tout ce monde ne nous a pas effleurés. Comme d'ailleurs, pour aller faire nos besoins, on était 100 personnes dans un wagon, on avait des draps avec nous, bon, on a tenu des draps devant le seau qui nous a été donné pour faire nos besoins, qu'on pouvait vider 1 fois par jour. Donc tous ces sentiments de ne pas d'être mal à l'aise là. Bon, on était mal à l'aise, d'accord, mais c'était pas ça le problème. On trouvait ça normal d'être en combinaison, d'aller sur un seau, nous soulager devant, forcément devant, mais plein de gens à proximité. Au milieu de 100 autres personnes. Bon, tout ça, c'était déjà assez confus. Et bon, il y avait alors les petits-enfants. Alors là, ce qui me reste en mémoire, il y avait beaucoup de petits, des bébés même, bon, beaucoup, j'en sais rien combien exactement, mais peut-être pas beaucoup, peut-être 3, 4, j'en sais rien, mais qui pleuraient, qui criaient. Donc il y avait une espèce d'ambiance qu'on n'a jamais vécue auparavant. Et alors, il y avait une très vieille dame qui avait certainement 20 ans de moins que moi aujourd'hui, qui était couchée, elle était au ghetto avec nous parce qu'elle était notre voisine. Et donc, elle est venue dans le même wagon. C'est ma mère qui s'occupait d'elle. Et cette dame, c'était une belle-sœur des Rothschild. Bon, pour vous dire, cette femme, elle est morte par terre dans le wagon, dans ce wagon où on était. Elle n'a pas survécu à ce voyage. Alors moi, en combinaison, j'ai survécu au wagon et je me rappelle que le grand choc que j'ai eu là-bas, c'était pas tellement tout ce que je vous ai raconté là, mais j'avais mon journal que je tenais et que j'ai emmené avec moi et que j'avais à la main et que quelqu'un a cassé un pot de confiture dans le wagon. Et la confiture, bon, par terre, alors qu'on était assis par terre, il fallait vite nettoyer. Alors du papier, qui a du papier, hop, on m'a arraché mon journal et on a essuyé la confiture. Parce que c'était un journal où vous écriviez, c'était pas un journal... Oui, non, le journal intime. J'ai eu le sentiment vraiment que tout est perdu, je ne sais pas comment décrire ce sentiment de tristesse, voir mon journal intime dans la confiture. Mais ça, c'est plutôt le côté humoristique. Mais il faut bien le dire que pour moi, je trouve que toutes les tragédies, même peut-être pas la mort, mais excepté la mort, mais toutes les tragédies
ont un côté comique. C'est Charlot qui est le modèle de cette idée que j'ai, parce que c'est lui qui a réuni dans tous ces films, le tragicomique, le comique et le tragique. Mais dans ce wagon, pour y revenir, pour moi, en combinaison avec mon journal dans la confiture, les 100 personnes autour, plus ou moins déshabillées, hommes et femmes, la vieille dame mourante, bon, tout ça, je ne sais pas comment vous le dire, ça avait vraiment un côté surréaliste, même si c'est peut-être pas comique exactement, surréaliste. Avec le recul, peut-être, il y a ce regard que vous portez ici. Mais à l'époque, est-ce que c'était de la peur? Est-ce que c'était de l'incompréhension? Est-ce que c'était de la... Non. Je n'ai pas le sentiment... Enfin, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que j'avais peur. Non, parce que, au fond, on ne pouvait pas imaginer de quoi avoir peur. Bon, on pensait qu'on allait travailler, bon. Et que, bien sûr, on ne pensait pas non plus qu'on allait être séparés de mon père, de ma grand-mère. On ne pouvait pas imaginer que les personnes âgées, tout de suite, iront à la chambre à gaz. Donc, on nous a pas prévenus. Et encore, je répète encore une fois, que les Alliés auraient dû nous parler peut-être d'une façon enveloppée, ou je ne sais pas, pour ne pas nous pousser tout de suite au suicide, mais quand même nous avertir, nous mettre en garde. Mais on ne pensait pas ce qui nous attendait. On n'avait absolument aucune idée de... Non, on n'imaginait même pas. Et lorsque vous arrivez justement au camp d'Auschwitz, vous l'avez dit, vous ne savez pas encore ce qui vous attend. Mais quelles sont dans ce cas les premières impressions en descendant de ce train? En descendant de ce train, c'était les prisonniers polonais, des hommes qui nous ont aidés. C'est là qu'on a vu pour la première fois les costumes rayés des prisonniers déportés. Mais bon, et on voyait une fumée noire presque qui montait au ciel. On ne savait pas ce que c'était. Alors ces prisonniers nous ont aidés à descendre des wagons. Ils nous ont dit « Laissez vos affaires », parce qu'on avait très peu de bagages, évidemment, un rucksack ou une petite valise. On nous a dit d'apporter très peu de choses. Donc « Laissez vos affaires, on vous les donnera plus tard ». Alors, on n'a même pas réfléchi, il n'y avait pas notre nom dessus, comment on les nous donnera plus tard, alors qu'on était 100 déjà. Dans notre wagon, il y avait 15 autres wagons, impensable. Mais cette espèce d'ignorance, bon, je ne sais pas, on était complètement abrutis peut-être. Bon, donc ces prisonniers polonais nous ont descendus, ils nous ont dit, on vous conseille... si vous avez des petits-enfants, des enfants, laissez-les avec les grands-parents, avec les personnes plus âgées. Les jeunes, allez au train, dites que vous voulez travailler. Bon, on ne savait pas ce que ça voulait dire, évidemment, on ne comprenait pas. Mais bon, nous, on n'avait pas d'enfants dans la famille. Et c'est là, quand on est descendu du train, on a su, ma tante, l'autre tante nous a dit que sa sœur, la sœur de mon père, ma tante s'est suicidée, qu'elle est morte. Et alors là, encore aujourd'hui, je comprends pas, j'ai pas versé une larme. Alors, moi, je pleure facilement, et j'aimais beaucoup cette tante. Je l'aimais presque comme ma mère à l'époque, je me rappelle, oui. Mais j'ai pas versé une larme. Ça veut dire que même si je ne savais pas qu'il y avait des chambres à gaz et qu'on nous exterminait, ce mot exterminer, d'ailleurs, je ne l'ai jamais connu avant. C'est là que j'ai appris ce mot exterminer. Bon, mais sans le savoir, on était comme des moutons, un troupeau de moutons.
Alors, évidemment, les jeunes mères ou les mères qui avaient des petits-enfants le donnaient, pas toutes, le donnaient à leur mère ou à une sœur plus âgée, etc., mais sans savoir ce qui les attendait. Parce que, bon, certaines mères ne lâchaient pas les enfants, mais pour moi, ce qui reste peut-être l'image le plus terrible de l'arrivée, mais de l'arrivée qui reste que je revois, c'est les femmes avec leurs enfants dans les bras. Parce que, bon, maintenant, évidemment, je sais ce qu'elles sont devenues avec leurs enfants. À l'époque, bon, bah, on les voyait, on ne savait pas ce qui les attendait. Mais mourir dans une chambre à gaz, c'est l'horreur totale, mais voir mourir son enfant dans son bras, conduire son enfant à la mort, ça doit être, je crois, la pire des choses qui puisse arriver à un être humain. Oui, je vous avais entendu dire dans je sais plus, je sais pas si c'était une interview, une conférence ou autre chose, mais vous aviez dit Auschwitz, c'est des mères qui mènent leurs enfants à la mort. C'est des mots que vous aviez prononcés. Ça, c'est pour moi l'horreur totale. Parce que pour que tout le monde comprenne bien, et de la même façon, quand vous parlez de ces détenus qui recommandent de laisser les enfants aux grands-parents, c'est quelque chose de complètement tragique, mais pour bien expliquer, pourquoi est-ce qu'ils leur recommandaient, pourquoi est-ce qu'ils vous recommandaient de faire cela? Bah pour sauver les mères, parce que bon, ils savaient que les enfants sont de toute façon condamnés. Alors, tant qu'à faire, une jeune mère de 25 ou 30 ans, alors que sa maman avait peut-être 50 ou 60, qui n'était pas non plus destinée tout de suite peut-être à la mort, mais... Oui, alors qu'une mère seule, entre guillemets, aurait été... Peut-être que les femmes, les jeunes femmes, pourraient survivre. Et qu'elles seraient aptes à travailler. Mais ces femmes-là, mais même celles qui n'ont pas donné ou qui ont donné leurs enfants à leur mère, mais elles ne savaient pas ce qui attendait, évidemment, ses parents ou ses enfants. Personne ne savait. Personne ne savait. C'était ça qui était... Mais après tout, j'en sais rien. Si on avait su, peut-être que... Je ne sais pas ce qui se serait passé. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Rien d'autre, peut-être. Comment se déroule la première journée dans ce camp? Et il y a notamment, du coup, cette question de sélection et de séparation aussi que vous avez déjà raconté avec votre père. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, mais là, il y a une chose qui n'est peut-être pas vraiment importante concernant la déportation et la Shoah en soi, mais je vais quand même le dire brièvement. Donc ma tante s'est suicidée et on nous l'a dit à la descente du wagon. Et la première nuit à Auschwitz, donc, à la fin de cette journée, on nous a mis dans une baraque où on dormait, où il n'y avait pas de couchette. On était par terre. On était les unes appuyées sur les autres. Bon. Et là, donc, je vous ai dit que j'ai pas versé une larme quand j'ai appris la mort de ma tante, que j'aimais beaucoup, beaucoup. Mais bon, alors là, j'ai rêvé cette nuit, par terre. J'avais d'abord une migraine épouvantable, mais j'ai rêvé que ma tante m'est apparue. Parce que ma tante, il faut dire qu'elle était pratiquante, elle allumait les bougies le vendredi soir, et jusqu'à l'âge de 12-13 ans, j'allais les vendredis soirs chez elle pour lui tenir compagnie à l'allumage des bougies. Elle me bénissait cette occasion-là. Bon, après 12-13 ans, j'avais d'autres chats à fouetter, et puis petit à petit, je n'étais plus croyante, etc. Bon, alors ma tante, dans ce rêve, m'est apparue et elle m'a dit « Ma chérie, rassure-toi, tu vas survivre, tu vas vivre, j'étais le sacrifice pour toi. » Alors il faut être maligne comme je le suis pour imaginer, alors que je n'étais pas croyante, que ces tantes me parlent de l'au-delà et qu'elle était le sacrifice, alors que le mot sacrifice déjà est une notion à laquelle je ne crois pas, mais
je dois vous dire que jusqu'à aujourd'hui, ce rêve vit en moi. C'est-à-dire, je ne crois pas que ma tante était un sacrifice pour moi, mais je crois que l'amour qu'elle avait pour moi a eu un tel effet sur moi qui m'a donné des forces. Bon. Et ça, jusqu'à ce jour, jusqu'à ma mort, je crois y tenir et je peux transmettre cette chose vraiment que un amour sincère, surtout quand on élève un enfant, ça joue toute sa vie. Et même dans des circonstances inimaginables, ça peut avoir un effet bénéfique. Et on le disait, donc il y a eu cette première nuit-là, il y a eu aussi cette séparation avec votre père, c'est la dernière fois que vous l'avez... Alors là, c'est la dernière fois que j'ai vu mon père. Mais là, j'aimerais pas parler de mon père maintenant, parce que j'ai pas fait le deuil de mon père. C'est-à-dire, ma tante, ma mère, ma grand-mère, etc., qui sont tous partis, enfin, à Auschwitz, ma grand-mère, ma tante, évidemment, là-bas. Ma mère, elle est morte à Paris, mais tous mes morts, je les ai quand même affrontés. Et je les garde vivants, c'est le cas de dire. Mais la mort de mon père reste pour moi quelque chose que j'ai pas pu résoudre. Enfin, parce que, bon, je ne peux pas, enfin, comment, je ne sais pas même pas expliquer, mais pour moi, il est resté celui que j'ai vu la dernière fois, à la gare d'Auschwitz. Alors que j'étais le seul endroit où je suis retourné, je ne suis jamais allé à Auschwitz et je ne veux pas y aller, mais je suis allé à l'endroit où mon père a été assassiné, à Gusen. C'est une carrière de pierre où mon père travaille. Enfin, il avait 56 ans déjà quand même, c'est pas tout jeune, surtout à l'époque. 56 ans était déjà vraiment un homme qui n'était plus un jeune homme. Bon, mais travailler dans une carrière de pierre, lui enfin, il était exploitant forestier, mais c'était différent comme travail, ce qu'il faisait dans une scierie. Bon. Donc cette carrière de pierre, ils étaient surveillés par des droits communs. Les Allemands, il n'y avait pas seulement les militaires et les SS, mais il y avait des droits communs qu'on a libérés pour garder les déportés. Et ces gens-là, ils battaient les prisonniers terribles. Enfin, ils étaient battus à mort. C'est le cas de mon père. Il a été battu et il a eu probablement un saignement intérieur. Il s'est couché le soir, il s'est pas réveillé le matin. Alors je suis allé, le seul endroit, le seul camp où je suis allé, c'est Gusen, là où il est mort. Eh bien, j'ai essayé, bon, j'ai essayé d'établir comment dire, ça paraît ridicule, mais un contact, enfin, vraiment quelque chose. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Ce camp de Gusen aussi, il y a un musée qu'on a fait à Gusen, et quand on regardait par tout est vitré, il y a on projette des films sur la déportation, il y a des livres, des images, des projections, mais à travers les vitres, on voit les voisins, les Allemands qui habitent, les Autrichiens, plus exactement là, qui habitent leur maison. Et là où j'étais là, il y avait une famille qui faisait le pique-nique dans son jardin. Bon, c'est très bien, bien sûr, mais moi, je n'étais pas à l'aise, vraiment. Et donc, pour moi, mon père, il est quelque part, mais il n'est pas mort. Je n'ai pas retrouvé vraiment
Parce que ma tante, ma mère, ma grand-mère, tout ça, elles sont mortes, mais elles sont avec moi, mortes. Mais mon père n'est pas mort. Alors où est-il? C'est ça que je n'arrive pas encore aujourd'hui vraiment à me dire. Il n'y a pas de tombe à Gouzen. Je n'ai pas retrouvé l'atmosphère ou l'esprit qui m'aurait donné du courage ou des sentiments précis. Bon, voilà. Mais ce que ça raconte aussi, c'est la difficulté, et vous parlez beaucoup évidemment de la question du deuil, c'est la difficulté à faire le deuil quand justement il y a eu de telles atrocités et une difficulté après à retrouver les traces de ses proches. Et vous racontez là votre histoire, et c'est évidemment l'histoire de millions de familles et de personnes qui ont eu la même... Oui, c'est très difficile, à mon âge encore, aujourd'hui, de vraiment savoir ce que c'était, ces choses, ces disparitions. Je sais ce que c'était, bien sûr, historiquement, politiquement, socialement, tout ça, j'ai tout compris. Mais dans mes sentiments profonds, il reste quelque chose d'indéfini. Ils sont là. Et surtout aussi parce que on les a pas vus mourir. Bon, ils sont Bien sûr. disparus. On sait comment, mais Le fait de ne pas avoir parfois d'éléments pour l'attester. Exactement. Sur la question du camp, forcément c'était il y a longtemps. Est-ce que aujourd'hui vous en avez encore des souvenirs de cette période dans ce camp? Est-ce que c'est des souvenirs? Est-ce que c'est des émotions? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez encore en tête, en souvenir de cette... D'abord là-bas, pendant tout le séjour, si j'ose dire, tout le temps passé là-bas, on a parlé de choses. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va rentrer? Ma mère, par exemple, m'a pas dit jamais, jamais, pas une fois. Si je reviens pas, fais ceci ou fais cela, jamais. Il n'était pas question de ne pas rentrer. On était là et on essayait de vivre le quotidien, tant bien que mal, avec souffrance ou avec... et on n'a même pas pleuré, on n'a même pas eu des larmes. Comme je vous ai dit, on n'a pas pleuré la disparition, même de ceux qu'on savait déjà. Parce que même ma grand-mère, après, on a su que ma grand-mère, mon grand-oncle qui a élevé ma mère, donc qui était comme son père, était parti directement à la chambre à gaz. On savait déjà après, mais on ne parlait pas d'eux. On parlait pas d'eux. Tout ce deuil était fait après, quand on est retourné, et encore, pas tout de suite après notre retour. Quelque temps après. Pour ma mère, je ne sais pas exactement, mais pour moi, c'était même quelques années après seulement. Mais c'est intéressant que vous racontez le fait que lors de cette période-là, alors que vous savez que certains de vos proches sont déjà partis, que vous avez du coup progressivement connaissance des chambres à gaz, etc., vous gardez cette forme d'espoir, ou en tout cas de projection sur l'avenir à cette période-là. Est-ce que c'était, avec le recul, est-ce que c'était une sorte de mécanisme de défense, de se dire on pense à l'avenir et on pense à demain? Oui, c'est un mécanisme, comme vous dites, exactement, mécanisme de défense. Mais pas une défense volontaire. C'est pas si on faisait quelque chose volontairement pour se sauvegarder, non. C'était un mécanisme. C'était miraculeux, d'ailleurs. On a tout de suite, arrivé là-bas, mécaniquement résisté au mieux. Pas tout le monde, oh là là. Il y a eu des suicides devant nos yeux. Mais là-bas, les gens mouraient devant nos yeux. Mais ça m'a pas laissé le souvenir de l'horreur.
parce qu'on avait ce mécanisme de sauvegarde, de rester... Mais on ne se disait pas ne pleure pas, ou ne t'attriste pas, ou ne pense pas à ça. Pas du tout. Il fallait pas le dire entre ma mère, moi, et aussi les quelques amis de notre ville, avec qui on était restés ensemble. On a réussi à rester ensemble. On ne se consolait pas. On parlait normalement. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut manger? Ne pas manger? Comment il faut réagir? Bon, des choses pratiques. Et on parlait même pas du passé, pas du tout. De notre famille, pas du tout non plus. Et vous êtes resté plusieurs mois à Auschwitz. On comprend cet état d'esprit que vous évoquez ici. Mais sur votre quotidien, en quoi est-ce qu'il consistait dans ces camps-là? Le quotidien, c'était le matin à 6 heures le l'appel, c'est-à-dire il fallait sortir des baraques, se mettre en rang par 6 pour nous compter. Ça, c'était 2 fois par jour, à 6 heures du matin et 6 heures le soir. Ça, c'était aussi, ça faisait partie des tortures. Si je dis torture, c'est pas vraiment une torture, mais des fois on devait rester debout pendant des heures sous la pluie ou sous le soleil ou par tous les temps. Donc c'était quand même pas un parti de plaisir. Et ça, les Allemands l'organisaient. Parce qu'il ne fallait pas nous compter, ils savaient très bien. Bon, du moment qu'ils savaient qu'on est X nombre dans une baraque et qu'il y a eu 2 morts, ou 3 morts dans la journée, c'était facile de savoir le nombre qui restait. Mais ça faisait partie des... Je ne dis pas que c'est une torture, mais quand même c'est un désagrément assez fort, 2 fois par jour pendant des heures dehors. Bon, ça c'était... Le matin et le soir. Et on distribuait aussi en même temps la nourriture. Mais des fois, c'était vraiment... C'était pour nous torturer parce que ils recomptaient. Alors il manque 2 personnes. Mais c'était aberrant, tout était absurde là-bas. Il manque 2 personnes. Alors il fallait recompter, encore 1 heure dehors. Donc mais tout ça, bon, c'était la moindre des choses. On estimait quand on savait déjà ce qui était vraiment l'horreur là-bas. Mais par exemple, pendant qu'on était dehors, quand même, on avait, par moments, quand il faisait beau, on avait aussi, on pouvait regarder le ciel, qui était bleu, qui avait les nuages, parce que sinon, il n'y avait rien à voir, là. Il n'y avait que les fils de fer électrifiés, et nous autres, on pouvait se regarder mutuellement, mais ce n'était pas un beau spectacle, là, non. Donc la nourriture était distribuée à ce moment-là, et évidemment des quantités faibles. Vous avez souvenir de ce que vous mangez pendant cette... C'était la distribution, surtout le pain. Bon, ça, il fallait faire très attention, manger un petit peu le matin, un petit peu à midi, etc. Et alors, il y avait de temps en temps une tranche de charcuterie, un petit morceau, ou c'était selon, ou bien une tranche de charcuterie, ou bien un petit morceau de fromage, ou bien une cuillerée à soupe de confiture de betterave. Et on s'est promis d'en faire quand on sera libre, parce que cette confiture de betterave qu'on n'a jamais mangée avant, on faisait pas de confiture de betterave, on trouvait ça délicieux et on s'est dit, ça, on va le faire à la maison. Je me rappelle de ça. Alors ça, c'était les variantes des menus. Voilà, de ce qu'on recevait. Et oui, et une soupe. Oui, la soupe. La soupe qui était assez liquide, c'est-à-dire on trouvait peut-être au fond quelques petits morceaux de carottes ou de pommes de terre, mais quand on regardait toujours qu'est-ce qu'il y a au fond et que la copine, qu'est-ce qu'elle a dans son assiette. Mais aussi, alors, il y avait pas de fourchette, cuillère, tout ça. Ça, je me rappelle, c'était au début. On devait boire dans une espèce de cuvette
à plusieurs, on se passait la cuvette. Ça m'était très désagréable, ça je me rappelle, mais bon, c'est pas terrible quand j'y repense. On sait que dans ces moments-là aussi tragiques, il y a certaines émotions qui peuvent être exacerbées ou certaines façons d'agir. Dans des situations aussi difficiles, il peut y avoir des moments de tension, il peut aussi y avoir à l'inverse des moments d'entraide ou de camaraderie entre personnes pour se soutenir. Quels souvenirs vous avez des relations que vous avez pu avoir, si vous en avez pu en avoir, avec d'autres personnes qui étaient dans le camp? Moi, je n'ai pas eu de mauvaises relations, pas du tout. Bon, d'abord, j'étais avec ma mère, bon, tout le temps. Enfin, on n'a jamais été séparés. Mais aussi, les autres amis avec qui on était proches, c'était des gens de notre ville qu'on connaissait auparavant. Bon, ben, par exemple, je me rappelle que parmi ses amis, deux sœurs se disputaient sans arrêt, s'engueulaient sans arrêt pour un oui et un non. Et alors après, il y avait même pire. Ça, je me rappelle quand ça nous a vraiment laissé bouche bée. Il y avait une mère avec sa fille, mais qui n'était pas de notre ville, qu'on ne connaissait pas, et qui était avec nous. Et la mère a dit à sa fille, et ça, on a encore rigolé avec ma mère des années après, parce que, bon, ben, je peux pas vous reproduire exactement en hongrois le texte. Alors, la maman disait à sa fille, « Ma chérie, fais voir qu'est-ce que tu as dans ta soupe ?» Elle remuait la soupe de sa fille, elle le goûtait, et elle en mangeait 2-3 cuillerées. Alors, nous autres, on était perplexes parce que cette mère qui, à vouloir goûter la soupe de sa fille, en a mangé, même si elle n'en a mangé que 3 cuillerées, c'était à l'époque 3 cuillerées de la soupe, bah c'était précieux, c'était de l'or. Bon, et là, on rigolait en partie, on était surprise d'abord, offusqués en quelque sorte, mais on rigolait après, et c'est resté entre ma mère et moi. Des années encore après, à Paris aussi, elle me disait « Fais voir ma chérie, fais-moi goûter ta soupe hein, », quand on mangeait quelque chose. Donc on avait à la fois, vraiment, même dans des circonstances qui n'étaient pas forcément marrantes, mais on rigolait. On arrivait à rigoler aussi. Et vous parlez beaucoup forcément de votre mère, puisque vous étiez ensemble notamment dans le camp. Un jour, vous avez failli être séparés d'elle après une sélection pour partir travailler en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous avez réussi malgré tout à rester ensemble? Eh bien, quand on partait avec le groupe dans lequel j'étais choisi pour partir dans une usine quelque part en Allemagne, et ma mère ne l'était pas, elle est restée dans la baraque, que ce soit des sélections pour la chambre à gaz ou que ce soit des sélections pour le travail, les baraques étaient fermées, on pouvait ni sortir, ni on pouvait pas circuler. Bon, donc moi, avec le groupe parmi lesquels j'étais choisi, on allait vers la sortie du camp, de notre camp, vers la porte de sortie pour aller prendre le train, probablement, un wagon, quelque part. Et moi, j'essayais toujours de rétrograder, de rester parmi les dernières, toujours un pas en arrière, et pour arriver en queue du groupe. Et je ne sais pas, j'imaginais que je pourrais peut-être rester, bon, à la fin du groupe sans qu'on me voie. Et donc, en allant vers la porte de sortie du camp, de quitter ma mère, bon, je voyais, c'était l'heure du déjeuner, je voyais des filles qui venaient de la cuisine, qui étaient tout près des portes de sortie, avec les seaux où il y avait la soupe. Alors, il y avait une fille de chaque côté. Et alors, moi, comme j'étais en queue du groupe qui sortait, il y avait d'autres filles aussi. Il y avait un petit peu... je crois que d'autres filles ont essayé de se sauver du groupe. Il y avait des cris, il y avait des SS qui criaient, qui tiraient en l'air, des chiens qui aboyaient, les filles qui venaient en face avec les seaux de soupe. Et moi, j'étais en bout cette file, du groupe. Bon, je suis sorti du groupe dans ce
comment dire, micmac, où tout le monde Oui, c'était un désordre. bon. Alors, je suis sorti du groupe et j'ai attrapé L'un des récipients le manche d'un côté du récipient de soupe. Alors les filles m'ont dit, va-t'en, on va nous voir, va-t'en, va-t'en, parce qu'il y avait une fille de chaque côté et moi j'étais la troisième. Alors moi j'ai dit, bon, ben, laissez-moi retourner avec vous. Si on nous voit, je vais me présenter, je vais dire que c'est moi qui suis venu vous rejoindre. On ne nous a pas vus. On ne m'a pas vu et je suis arrivé à retourner. Alors là, les baraques étaient fermées, on ne pouvait pas rentrer, je ne pouvais pas rentrer dans ma baraque. Mais une amie de ma mère, elle guettait à travers les fentes de la porte pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Et elle m'a vu arriver et elle a attrapé la fille qui gardait la porte, laisse-la entrer. Et elle m'a laissé entrer et ma mère était évanouie. J'ai trouvé ma mère sans connaissance. On l'a secouée en lui disant « Elle est revenue, réveille-toi, elle est là ». Et là, j'ai retrouvé ma mère. C'était, je crois, le seul acte de courage de ma vie, où j'ai risqué peut-être ma vie pour ne pas... Mais pour moi, alors là, mais la question ne se posait pas. Rien n'était important que rejoindre ma mère. Ça, j'ai même pas pensé que je risquais ma vie parce que c'était beaucoup. La seule chose qui m'importait, c'est de ne même pas être séparé de ma mère. Et après plusieurs mois à Auschwitz, vous êtes finalement envoyé dans un camp de travail Oui. après quelques mois. En quoi consistait ce camp-là? Est-ce que vous étiez encore avec votre mère à ce moment-là? Oui, mais il faut que je dise là que c'est grâce à un prisonnier résistant français que j'ai su qu'il fallait quitter Auschwitz parce que l'armée soviétique s'approchait et que quand ils vont libérer le camp, avant la libération du camp, les Allemands vont assassiner les derniers prisonniers ou alors les chasser sur les routes en janvier. C'était donc en hiver, il y a eu énormément de morts à ce moment-là, effectivement. Mais c'est lui qui m'a dit il faut essayer d'aller avec un groupe de travail en Allemagne parce que ici ça va être le massacre quand les soviétiques vont arriver. Avant qu'ils n'arrivent, les Allemands vont exterminer tout le monde. Et c'est donc, je voulais dire que c'est grâce à ce monsieur français à qui je dois éternelle reconnaissance. Parce que lui était aussi dans le camp. Il était à Auschwitz, évidemment pas dans notre camp, mais dans un camp à côté, et qui venait travailler. De temps en temps, un groupe d'hommes venait réparer l'électricité, la robinetterie, la chaussée, etc. Et quand j'ai entendu parler français, c'est moi qui les ai abordés, parce que pour moi, la langue française, j'adorais parler, je parlais déjà assez bien le français, et c'est là qu'il m'a dit, il faut que vous partiez, il faut que vous essayiez de vous introduire dans un groupe. Et c'est là, quand je le dis à ma mère et à nos amis, on était 5 ou 6 ensemble, comme ça, dans la baraque, qui étions toujours ensemble. Et alors, on a décidé de nous introduire dans un groupe. La nuit, alors aussi en risquant la mort, évidemment, si on nous avait attrapés. Mais on a réussi. Et on est arrivé dans ce groupe qui est parti à Zittau, qui est une ville en Allemagne. C'est l'Allemagne de l'Est, je ne sais pas exactement près de quoi. Et on travaillait dans une usine d'aviation. Mais là, il n'y avait plus de chambres à gaz, il n'y avait plus d'assassinats. Bon, on n'était pas évidemment gâtés. On travaillait 12 heures par jour ou la nuit. On travaillait ou le matin de 6 heures à 6 heures du soir, ou l'inverse, de 6 heures du soir à 6 heures du matin. Donc mais c'était pas un travail très très dur. Et ne me demandez pas ce qu'on faisait, je n'en sais rien. Si vous avez vu Charlot travailler dans les temps modernes, on tournait un tournoi. Voilà, c'est à peu près pour moi, c'est dans mes souvenirs, c'est ça qui reste. Et beaucoup d'autres choses, parce que là,
On travaillait avec un ouvrier allemand, un jeune homme qui devait avoir entre 20 et 25 ans, mais qui s'est comporté, il ne voulait pas croire que nous étions juifs, des juives. Il m'a demandé au moins 2-3 fois, mais vous êtes vraiment juive? Oui. Ben, je dis, mais pourquoi vous ne voulez pas me croire? Il m'a dit, parce que à l'école, on nous a enseigné que les juifs ne sont pas des hommes comme nous. Voilà. Mais ce garçon à qui on a enseigné cette chose, et peut-être ses parents n'étaient pas plus renseignés non plus, bon, ben, il était extrêmement gentil avec moi, avec nous, avec ma mère et moi. Quand on travaillait de nuit, il m'a dit va dans la garde-robe, cache-toi sous les manteaux, essaye de dormir, je te préviendrai si les SS viennent pour le contrôle. Il s'est comporté comme un ami. Et après, on cherchait, dans cette usine, on cherchait des filles qui savaient écrire et parler l'allemand pour des travaux au bureau, pas dans les machines, comme avec ce garçon Hans, il s'appelait. Vous étiez dans ce camp de travail lors de la libération. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour ou de cette période-là? Ah oui, ça je me souviens. C'était presque les plus beaux jours de ma vie. C'était le printemps. Il faisait exceptionnellement beau. C'était donc la période qui nous attend, là, le début mai. C'était vraiment mais la chaleur, le soleil, la campagne, parce que quand on sortait de la ville de Zittau, on était dans la campagne. Et alors, on n'était pas libérés, en fait, nous. Les Allemands sont partis, ils nous ont laissés, ils nous ont abandonnés, c'est le cas de dire. Bon, et personne n'est venu. On attendait ni les Soviétiques, ni les Alliés, personne n'est venu. Et au bout de quelques jours, on a dit, bon, ça suffit, on va partir. Et on est parti, on a formé un groupe qui voulait aller vers l'Est, évidemment, pour retourner chez nous. Et on était, je sais pas, 25 personnes qui étions de Transylvanie. Et on a pris le chemin, on a pris la route sans guide, sans savoir vraiment. Il n'y avait pas de train, il n'y avait pas aucune locomotion. Bon, et donc pour moi, c'était ce printemps-là, c'est vraiment non seulement une renaissance, mais vraiment la sensation de la nature, la beauté de la nature, le soleil. C'était vraiment non seulement être libre, libéré, sauvé, mais de jouir de tout ce bonheur que la nature nous donnait. Au point que, bon, on n'avait pas grand-chose à manger, parce que comme les Allemands ne nourrissaient plus, les libérateurs n'étaient pas là pour nous nourrir, je ne sais même pas comment on a volé. Bon, des choses même dans les magasins qui étaient ouverts, etc. Bon, mais dans les champs, il y avait des vaches. Il y avait des filles qui savaient traire les vaches. Alors on a bu du lait tiède. Il y avait des bérets qu'on avait. Ça aussi, on les a. Je me rappelle, moi, j'avais un béret. C'est là-dedans que j'ai bu le lait. Mais on l'a pris dans un magasin où on est entré, où il y avait pas de surveillance, il y avait personne. On est entré dans le magasin, on s'est servi. Bon. De vêtements. On a laissé nos robes rayées, parce que là, on avait déjà des robes rayées que vous connaissez sûrement. On les a abandonnées pour nous habiller normalement. Et ça, c'était aussi des choses, tout ça, c'était volé. Finalement, on a trouvé un train. Et ça aussi, c'est le plus beau voyage de ma vie. J'ai voyagé sur le toit du train, parce que les trains étaient tellement bondés qu'il n'y avait plus de place. On se poussait par la fenêtre pour entrer dans les wagons, mais nous, les jeunes, nous sommes montés sur les toits. Et là, c'est là que j'ai vraiment compris ce que c'est d'être libre. Même si on n'avait rien, même si on ne savait pas vers quoi on allait, qui est-ce qu'on va retrouver, qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir, de quoi on va vivre. Toutes ces pensées
Je vous ai entendu dire dans un autre échange ou à la télévision que vous étiez ivre de vivre. C'est une phrase que vous aviez prononcée. Ah bah ça c'est sûr. Mais même, je dis ivre parce que inconscient finalement. On réfléchissait pas. On se disait pas, mais on va rentrer après et après. Est-ce que on ne mettait même pas en question ce que mon père n'allait pas revenir. On n'y pensait pas. Et bon, qu'est-ce qu'on va retrouver en rentrant? Où est-ce qu'on va vivre? De quoi on va vivre? Parce que ma mère et moi, on n'avait pas de métier. Moi, j'ai juste fait mon bac. Et ma mère, elle n'a jamais travaillé de sa vie. Enfin, si, elle a travaillé avec sa mère pour aider ma grand-mère, mais pas vraiment un travail à l'extérieur. C'est aussi une question qui revient souvent sur toutes ces personnes qui sont parvenues à survivre de ces camps de la mort. Il y a eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont expliqué que dans les années qui ont suivi, elles ont peu parlé de ce qu'elles ont vécu, de l'horreur des camps, de la guerre, etc. Et certains expriment ou expliquaient que c'était elles qui ne souhaitaient pas en parler, les personnes qui avaient survécu qui ne souhaitaient pas en parler. D'autres disaient que c'était les autres personnes, le reste de la population qui ne voulait pas forcément entendre ce qui s'était passé. Comment est-ce que ça s'est passé de votre côté et comment est-ce que vous expliquez qu'il ait fallu parfois plusieurs années, de nombreuses années pour ouvrir la parole et que certains prennent la parole sur ce qu'ils ont vécu? On n'éprouvait pas le besoin d'en parler. Avec ma mère, peut-être, quand on était toutes les deux, on se disait des choses, mais on se remémorait des choses autant comiques que tragiques, mais on ne savait pas encore que mon père n'allait pas revenir. À partir du moment où on a su, c'est quelqu'un qui est revenu, qui était là quand il est décédé, mais à partir de ce moment-là, il y avait quand même le deuil et on essayait d'éviter d'en parler. Voilà. Ça, on essayait d'éviter de... Et même, on a parlé de mon père beaucoup plus tard avec ma mère, vraiment, que dans l'immédiat. Et c'est pas... Moi, je peux pas dire que j'ai pas parlé parce qu'on m'a pas questionné, non. Non, parce que moi, j'avais d'autres préoccupations. Je trouvais que beaucoup plus important je sais pas, de bavarder avec mes copines, d'aller danser le soir, d'aller faire des études universitaires pendant 1 an à Cluj, pas dans notre ville parce qu'il n'y avait pas d'université, mais il y avait tellement de choses à faire. J'éprouvais pas le besoin d'en parler. Là. Ouais. Non. C'est bien plus tard, bien plus tard. Mais moi, je ne peux pas faire de reproche à personne de ne pas... Parce que d'abord, il faut dire aussi que les personnes qu'on fréquentait dans notre ville à notre retour étaient tous des anciens déportés. Donc, ils n'avaient pas tellement à questionner, puisque eux-mêmes, ils étaient déportés. Une seule fois, je me rappelle, encore à Cluj, où j'étais à l'université, à une soirée où je me rappelle avoir un peu peut-être trop bu. Et là, là, j'ai commencé à parler à un copain qui m'a peut-être posé une question banale ou je ne sais pas exactement quoi, mais alors là, c'était plutôt un état d'ivresse, mais tout d'un coup, alors là, j'ai sorti beaucoup de choses en pleurant, mais c'était comme une crise nerveuse qui est passée. Et après, il a fallu pas mal de temps à nouveau pour reparler. Qu'est-ce qui vous pousse à, par exemple ici, prendre le temps d'échanger là-dessus? Est-ce que c'est... parce qu'on sait qu'il y a une montée de l'antisémitisme en France et dans le monde d'ailleurs aujourd'hui qui est importante. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est d'autres raisons qui vous donnent envie de prendre la parole aujourd'hui? D'abord, là, il faut dire que c'est vous qui me poussez. C'est-à-dire, il faut que je vous dise un grand merci. Et ça, j'y tiens beaucoup. Merci à vous de prendre le temps. Non. Parce que nous, on a même besoin d'en parler. Maintenant, tout au moins, maintenant, j'ai besoin d'en parler.
mais j'ai besoin de parler à des personnes qui s'y intéressent vraiment et qui cherchent à comprendre. Et vous en faites partie. Et je suis reconnaissante à Karine Bouvatier-Sicard, à David Teboul, à Toledano Nakache, à tous ceux qui ont travaillé pour faire des films, pour écrire, pour des transmissions télévisuelles, etc. S'intéresser à tout ça, pour moi, c'est très important que je vous sache vous intéresser à cela. Peut-être une dernière question pour terminer. Si vous aviez un message à transmettre à ceux qui verront cet échange, cette vidéo et cet échange qu'on a eu ensemble pendant plus d'1 heure, qu'est-ce que ce serait? Que ce soit d'ailleurs des jeunes ou des moins jeunes, mais qu'est-ce que ce serait? Moi, je pense que d'abord, il faut dire aux jeunes qu'il ne faut pas être indifférent. Ça, c'est l'indifférence, pour moi, c'est un péché mortel. Bon, il faut être intéressé, connaître. Bon, je dis pas qu'il faut étudier jour et nuit des livres d'histoire ou non, ou de sociologie, etc. Non, mais il faut être ouvert et les yeux ouverts, le cœur ouvert. Et c'est même pas peut-être nécessaire d'agir, parce que tout le monde ne peut pas agir. Qu'est-ce qu'on peut faire souvent? Rien, malheureusement. Mais on peut avoir la conscience, un avis, d'abord une conscience, un avis, en parler, et rester toujours quand même, garder un humanisme. Alors, qu'est-ce que c'est l'humanisme? Ça aussi, c'est une grande question qu'on peut se poser, mais tout simplement de faire partie d'un tout et de ne pas se considérer un individu. C'est mon intérêt, non, c'est l'intérêt pour l'autre. C'est ne pas faire semblant, je ne le vois pas, je ne sais pas. Mais c'est la compassion, l'empathie ou la capacité d'écoute des autres et des situations des autres. Absolument. Et aussi ne pas s'enfermer dans un esprit communautaire. C'est pareil, peut-être communautaire ou patriotique. Je ne suis ni pour la patrie, ni pour la communauté. Je suis pour un lien amical, affectueux entre les êtres humains. Enfin, affectueux peut-être pas avec tout le monde, évidemment, mais amical, de sympathie. Voilà. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous. Un très grand merci. Merci à vous.